Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. Titouan au micro, je suis accompagné aujourd'hui d'Azad pour un épisode un peu spécial. Salut Azad, tu vas bien? Bah ouais, la forme, tranquille, comme un dimanche. Parfait, très bien, monsieur de la batte. Alors, épisode un peu spécial car on n'est pas sur un épisode axé sur l'analyse des Celtics ou quoi que ce soit. On est sur un hors-série qui nous tient à cœur parce que ça fait un moment qu'on voulait organiser ça. C'est une interview d'une star, on peut le dire. On accueille monsieur Alan Guillou. Salut Alan, comment tu vas? Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation. Si tu vas enlever le mot star tout de suite, c'est gentil. Très heureux d'être là. Je suis un auditeur du Trèfle depuis son lancement, donc ça me fait super plaisir de parler avec vous. Ah, ça nous fait plaisir de te compter parmi nos auditeurs. Alors tu nous l'as dit en off, on peut le dire, tu viens de te réveiller. Oui, je viens de me réveiller. Il est dimanche, mais c'est un peu le seul jour off qu'on a dans la semaine, donc merci beaucoup de m'avoir laissé un peu dormir et avec plaisir pour discuter avec vous. Avec il y a quoi? Il y a eu 6 heures 8 heures de décalage, non? 9 Heure de heures. Sainte-Anne. 9 9 heures heures. même. Ah oui, Ouais. ouais, ok. Ça marche. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation et on va. Enfin, d'ailleurs, avant de te lancer sur la première question, si tu veux juste te présenter Mm. pour ceux qui te connaissent pas, voilà, qu'est-ce que tu as fait pour arriver ouais, dans le basket, voilà, ton Mm. passage par envergure, tout ça, si tu veux te présenter un peu. Ouais, pas de souci. J'ai commencé à Dunk Hebdo. C'était une aventure assez incroyable parce que j'ai rejoint Dunk Hebdo en 2014. Au début, c'était un site et on faisait que de la production écrite. Et puis, après, pendant les playoffs 2016, Ben, que je salue, le Big Boss, a eu l'idée du podcast et on avait une équipe à 4 à l'époque. On tournait et on enregistrait un enregistrement par semaine. C'était un peu dur pour moi certaines périodes parce que j'étais en classe prépa à l'époque, classe Ok. prépa littéraire. Donc niveau emploi du temps, c'était un peu dur, mais la passion du basket faisait que on essayait d'enregistrer beaucoup d'épisodes. Et ensuite, j'ai toujours adoré le scouting et l'évaluation de joueurs, la draft. Et donc, j'avais lancé mon petit podcast euh, pendant une année où je faisais mes petits big boards, mes petites analyses. C'était pour la QV 2018. Alors, il y a pas mal de bêtises qui ont été dites de mémoire. Mais il y a quelques trucs pas mal. J'avais Luka en 1. Pas trop de risques, on va dire. Et j'avais Trae Young dans mon top 3. Alors je sais que c'est pas. Les gens vont dire, ah, c'est normal, mais à l'époque, c'était pas quelque chose de très populaire. Et en fait, ça m'a donné l'opportunité de rejoindre Envergure, qui vraiment se lançait et se mettait en place à cette période-là. Donc j'ai rejoint Envergure. À Envergure, j'ai pu rencontrer des gens dans le milieu du coaching et du scouting en France, comme Romain Leroy qui travaille pour Limoges maintenant, Ouais. ou Nicolas Mathieu qui travaillait pour l'Asvel et les Spurs et maintenant qui travaille pour les Blazers. Et fil en aiguille, j'ai commencé à me déplacer sur des tournois de jeunes et j'ai rencontré un assistant coach, Jason Ludwig, qui travaille pour Santa Clara, qui était à UCLA avant, à Arizona State. Et il m'a proposé de faire grade assistant. On va dire que le marché des prospects français, des prospects européens intéresse de plus en plus la NCA. Et donc, ils essayent de récupérer des scouts, des
des coachs pour essayer de les aider à recruter, à découvrir des pépites un peu sous-côté. Surtout pour une mid-major comme Santa Clara, donc une fac de seconde zone, on va dire. Et donc voilà, j'ai accepté sans trop hésiter. Euh, j'ai fait une année, avant de venir, j'ai fait une année d'assistant vidéo volontaire en espoir, donc un championnat espoir, avec Dijon, en U21, avec Ellis Prodome. Et c'était une saison assez incroyable, on a fini 3e. Et ça m'a permis d'avoir une première expérience dans le milieu en tant qu'assistant vidéo, de scouter tous les joueurs du championnat espoir de l'époque, et il y en avait beaucoup. C'est la première année en espoir de joueurs comme Bilal Koulibaly, comme Tidjane Salin, comme Zachary Rizaché. Donc c'était vraiment super intéressant. Et puis voilà, l'année dernière, ma première année en tant que GA, et puis là on commence ma deuxième. Ok, ouais, top, un beau parcours. Juste petite parenthèse avant de te lancer dans la première question, parce que moi j'ai retenu un truc et je savais pas son existence. Tu as parlé d'un podcast que tu avais créé, c'est quoi le nom? Si tu veux donner le nom. Ça s'appelait One and Done. J'avais Ok, trouvé le titre, et ouais, je faisais des breakdowns de joueurs comme Daniel Gafford ou de choses comme ça à l'époque. Kevin Porter, je me souviens, j'aime beaucoup Kevin Porter. Ouais, Darius Garland, c'est un peu cette draft-là. ok, Ça a ça marche. duré qu'un an, mais il doit y avoir peut-être une dizaine d'épisodes, 10-12 épisodes. Bah, écoute, on ira voir ça, parce que en plus, c'était pas sans savoir que moi aussi je suis fan un peu de tout ça, de scouting et tout, donc non, par curiosité, on ira voir ça. C'est toujours marrant de faire un peu de rétrospective. Pas sortir les mauvaises takes, mais avec plaisir. J'assume tout ce qui Mais a on été dit. sortira les bonnes aussi. Les erreurs, j'apprends beaucoup plus de mes erreurs que de mes victoires, entre guillemets. Ça marche. Alors du coup, tu nous as parlé, alors c'est une parfaite transition pour la première question. Tu nous as parlé justement de quand est-ce que tu es arrivé sur le scouting un peu des jeunes, etc. Euh, de ta première année à Santa Clara, d'ailleurs, dont un joueur est sorti au premier tour, un certain Brandim Podziemski, qui t'avait fait un beau clin d'œil à son interview post-draft d'ailleurs. C'est gentil, Euh, ouais. du coup, la première question que je voulais te poser, c'est justement pourquoi cette passion pour le scouting un peu des jeunes et maintenant de la NCAA et pas sur la NBA ou l'Euroleague, sur des seniors, on va dire. Ouais, c'est vraiment une bonne question. On va dire que mon père a joué au foot en college Ok. dans les années 90, donc à San Diego State. Il est toujours un très très gros fan de San Diego State d'ailleurs. Euh, depuis que je suis petit, il m'a mis devant du sport. On va dire que chez moi, il n'y avait pas trop de jeux vidéo ou de dessins animés ou de choses comme ça. On regardait du sport, en fait. On regardait beaucoup de foot, bien sûr, mais on regardait aussi d'autres sports. Et en fait, le basket universitaire, j'en ai toujours eu chez moi quand j'étais plus jeune, et ça m'intriguait un peu. Je posais pas mal de questions, je regardais. Et en fait, après, quand il y a eu la draft 2014, donc c'était censé être la méga draft, c'était censé être la draft qui allait un peu redistribuer les cartes en NBA. Donc là, Joel Embiid, Jabari Parker, Andrew Wiggins. Je me rappelle, j'avais 18 ans. Et en fait, je voulais comprendre pourquoi un tel était dit si fort. Pourquoi un tel devait euh, être super fort en NBA. Et je regardais les matchs, j'essayais de comprendre. Et c'est pour ça que ma passion pour le scouting de jeune est arrivée, parce que des fois je comprenais pas, des fois je comprenais, des fois j'étais en désaccord avec certaines choses qui étaient dites. Il n'y avait pas trop de contenu à l'époque, mais il y avait quand même. Et donc en fait, je me suis dit à un moment, j'ai envie de comprendre pourquoi un joueur va devenir fort, ou pourquoi un joueur on prédit qu'il va devenir super fort en fait. Donc j'espère que c'est compréhensible, parce que je parle plus français, donc des fois j'ai l'impression que mon français est très mauvais, mais c'est un peu ça l'idée en fait. Ok, Ok. ça marche. Et moi, je me demandais un petit peu, du coup, par rapport à ça, est-ce t'arrives à suivre un petit peu les prospects que tu avais particulièrement appréciés et à suivre un petit peu ce qu'ils font, du coup, du reste de leur carrière, ou en fait, à partir du moment où
finissent un peu leur formation en Europe ou leur formation en NCAA, est-ce que tu refermes un peu le livre et du coup tu vas te concentrer sur de nouveaux joueurs et parce que tout ça prend du temps au final? Ou est-ce que tu arrives quand même un petit peu à suivre tes anciens chouchous ou des joueurs sur lesquels tu avais senti être plus haut que la moyenne, ou à l'inverse des mecs que tu avais anticipés comme des futurs busts, et tu continues à suivre un petit peu pour voir ce que ça donne, ou tu passes à autre chose une fois que la formation est terminée? Non, je suis un gros amateur de NBA en fait. Je regarde énormément de NBA. Déjà parce que je pense que il y a des choses à apprendre sur la manière de jouer. Pour Santa Clara, on est un programme qui joue un jeu qui ressemble un peu à la NBA. Donc c'est un peu pour ça d'ailleurs que je pense que Jalen a eu autant de succès sur sa première année, Jalen Williams à OKC. Et non, je regarde énormément de NBA. Déjà parce que j'adore ça, parce que c'est la meilleure ligue du monde, que c'est c'est- c'est les meilleurs athlètes du monde, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et parce que, ouais, comme tu l'as dit, j'ai envie de voir certains attributs du jeu que j'avais prédit qui allaient marcher ou pas marcher, des choses qui allaient fonctionner ou pas fonctionner. Bien sûr que je regarde, parce que c'est toujours, déjà, je trouve que c'est toujours plus intéressant d'apprendre de ses erreurs, mais quand il y a des choses qui ont bien fonctionné aussi, c'est bien parce qu'après, en fait, le scouting, c'est une science assez mécanique. Des fois, mon Nicolas Mathieu, moi, il m'a toujours dit, scouter, c'est rayer des noms. Donc, il y a quelque chose d'assez mécanique. Bien sûr, des gens vont toujours mettre en avant une ou deux exceptions, mais la plupart du temps, on peut apprendre des choses qui font que on fait plus les mêmes erreurs ou on refait les mêmes bons choix d'année après année. Ah, ça marche. Mais du coup, justement, c'est peut-être ça aussi qui fait que, enfin, ta manière de scouter doit évoluer justement d'année en année quand tu Bien vois que tu sûr, t'es trompé. bien sûr. Je sais pas, Tito, on en parlait souvent, mais j'étais vu comme un gars qui détestait les bigs pendant très longtemps. Et c'est pas que j'aimais pas les big men, c'est juste que je trouvais qu'il y avait un problème de value pendant longtemps à la draft, haut dans la draft sur des profils rim runner ou des choses comme ça. Et on va dire que je reviens un peu sur ça dernièrement. Ça marche. Euh, Parce qu'il y a des choses, parce que je pense qu'il y a d'autres profils qui peuvent être un peu sous, sous-utilisés parce que le profil de rim runner peut être super intéressant. Donc bien sûr, on apprend tout le temps et c'est, on fait, c'est le plus intéressant dans ce métier, je pense. Ok. Et moi, je vais te lancer sur une question un peu plus, peut-être un peu plus bateau, on va dire. Mais nous, de loin, on fait, voilà, on voit beaucoup de gens qui font un peu du scouting amateur, hein, on va dire, même moi le premier, mais on est assez loin de tout ce qui se passe en universitaire notamment. Est-ce que tu peux nous dire un peu une journée typique, un peu ta journée typique un peu en tant qu'assistant NCA, ouais, les choses que tu as à faire dans la journée jusqu'à la soirée. Bien sûr, déjà ça va dépendre de quand on est dans l'année, saison ou pas saison. On va dire que j'ai trois autres grades assistants avec moi. On n'a pas les mêmes profils en fait. Il y en a qui veulent vraiment être dans le coaching, d'autres qui veulent vraiment être dans le développement individuel, et moi qui est plus dans le scouting. Et donc on a le même titre, mais on fait pas les mêmes choses dans la journée. Et je trouve que ça, c'est intéressant, ça marche bien. C'est pour ça que il y a une bonne alchimie dans notre staff. On va dire que moi, en ce moment-là, donc sur la pré-saison, euh, tous les matins, on va dire pendant 2 ou 3 heures, je dois aller aider sur le développement individuel de nos joueurs. Donc il y a des workouts, et donc je dois aider, que ce soit prendre des rebonds, faire des passes, des choses très simples, hein. Vraiment très très simples, mais qui fluidifient un workout et un développement individuel. Pardon. Et ensuite, on va dire que le staff me laisse un peu un quartier libre jusqu'à 14 heures. C'est-à-dire que je peux regarder ce que je veux. Donc souvent, je vais me faire un ou deux matchs espoir français du week-end que j'ai envie de voir. Je vais me faire un match U18 espagnol. Je vais me faire, ça peut être un match de U18 Ligue Adriatique. Il y a un des coachs qui va venir me voir, un des assistants qui va me dire, oh, on m'a parlé de ce joueur-là en high school ou en AAU. On va le regarder sur Synergie.
Donc, je suis plus le nerd du staff, on va dire. Et ça me va très très bien d'ailleurs. C'est le rôle que j'ai. Ensuite, on a l'entraînement, donc de 14h à 16h30, on va dire. Euh, donc 5 fois par semaine, entraînement. Ok. Donc pendant l'entraînement, bah, je suis en tenue, c'est-à-dire chaussures de basket, short, t-shirt. Et on peut me demander sur des drills de rentrer sur le terrain, garder un post-up, en gros, me faire dunker dessus s'il faut, ou des choses comme ça. Voilà, la vie c'est génial en fait, c'est vraiment super cool. Et ensuite, à 16h30, donc à 16h c'est fini. Il faut savoir que quand on est grade assistant, on a cours. Moi j'ai cours 3 Ah fois ouais. par semaine, donc 18h, 21h dans la semaine. Mais Ok. donc c'est Ça doit plutôt cool. changer des horaires européens. Ouais, c'est ça. On a cours et puis bah, c'est des cours assez intéressants. Je passe un master de psychologie du sport, donc ça change énormément de ce que j'ai fait en Europe. Mais j'ai cours et puis ensuite, 21h, je rentre chez moi et je dois revoir notre practice et je dois un peu rentrer les stats et mettre un peu des notes sur. C'est la mission que j'ai eue un peu cette année. Donc, et ensuite, je vais dormir parce que je suis fatigué. Ça marche. Et d'ailleurs, alors, juste par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il y a des grades assistants où chacun a un peu sa spécialité, on va dire. Est-ce que toi, dans le scouting, vous avez aussi, on va dire, des profils un peu à privilégier? Je sais pas, par exemple, les guards ou plutôt les intérieurs, ou c'est non, vraiment tout type de joueur, c'est plus en fonction de ce que vous voyez en termes de potentiel, de ce qui est intéressant? On va dire que il faut quand même des joueurs qui fit ce qu'aime le head coach. Ouais, Ouais. ok. Coach Sendek, on sait ce qu'il aime. Ça fait 40 ans qu'il est head coach en NCA. Il a envoyé des lottery picks dans tous les programmes où il a été, dont James Harden, euh, Ah, dont ok. Wally Zerbiak, dont d'autres joueurs. Jalen l'an dernier, il y a 2 ans, Brandon cette année, pas lottery pick mais premier tour. Donc bien sûr, il y a des profils privilégiés. Euh, on va dire que il aime pour les intérieurs, on peut en parler parce que il le dit dans toutes ses interviews. Donc pour les intérieurs, il veut des intérieurs skilled qui savent passer. Et pour Ok. les gardes, il aime des grands ball handling guards, c'est-à-dire un peu au-dessus de 6'3", on va dire. Euh, il peut prendre des joueurs plus petits. Hein. Notre meneur l'an dernier titulaire, il était plus petit, il faisait 1m85, mais il y avait d'autres qualités. On va dire que Ouais. c'est les deux profils qu'il apprécie, mais on va dire que le QI basket et la possibilité de comprendre quoi faire sur un pick and roll, c'est la chose qu'il regarde le plus. On Ouais, joue beaucoup de pick and roll pour une équipe NCA. plus que juste un profil physique, en fait. Exactement. Ça Des marche. fois, on peut faire juste le pari du profil physique. Hein. Ouais. C'est trop intéressant parfois, mais c'est pas la priorité. Alors que pour d'autres facs, on va dire que souvent ils prennent juste le profil physique et ensuite ils essaient de façonner le joueur. Ouais. Et toi, du coup, là, au fur et à mesure des années, donc ça fait 2 ans que tu es un peu plus dans le milieu. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses, enfin, la perception que tu as du basket ou de la NBA, enfin, tu vois, du monde du basket en règle générale, est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé dans ta perception une fois que tu avais un peu les deux pieds dedans? Tu sais, on a un peu l'impression que parfois, une fois qu'on rentre dans un milieu, bah, tu perds un peu le romantisme et du coup, tu fais un peu plus face à la réalité du milieu dans lequel tu voulais absolument rentrer. Et du coup, est-ce que toi, il y a eu des choses un petit peu qui ont changé dans ta perception du basket, de la NCAA ou de la NBA depuis que tu as les pieds dedans? Oh, moi j'aimerais dire que j'aime encore plus ça. Ok. Euh, c'est toujours, je me lève le matin, j'ai pas l'impression d'aller au travail en fait. Donc je pense que c'est une chance assez incroyable. Par contre, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus appris théoriquement et philosophiquement sur la défense. On va Ok. dire que c'était un peu je pense que ça devait être un petit peu mon talon d'Achille. N'ayant jamais joué au basket à très haut niveau, peut-être que c'était quelque chose que je comprenais pas ou que je pensais comprendre et qu'en fait je comprenais un peu moins. On va Hmm. dire que cette année, euh, vu que pendant la saison régulière, je suis dans une des deux équipes qui scoutent les équipes qu'on joue Ouais. chaque match.
j'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur la défense. C'est la chose où maintenant, quand je regarde un match NBA ou un autre match, je comprends certaines choses que je comprenais pas avant. Les types de coverage, par exemple? Exactement. Ouais. Les types de couverture, les réactions face à certains types de jeux offensifs, tout ce qui est placement défensif sur ce qu'ils appellent shrink the floor, donc vraiment essayer de condenser le terrain défensif. Et ce qui me fait encore dire que les gens qui disent et qui disent que ça défend plus en NBA, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement irritables à mes oreilles. Bah, Je puis comprends. en plus, on sait que, enfin, tu peux toujours faire une première analyse avec les statistiques avancées en attaque. En défense, c'est quand même beaucoup plus dur à interpréter les statistiques qu'on a en défense, je trouve. Bien Je sûr. trouve qu'on en a beaucoup moins déjà, Ouais. et elles sont plus dures à interpréter que les statistiques offensives. Du coup, il y a autre chose aussi qui intéresse beaucoup les fans, alors les fans de scouting, mais aussi les fans NBA, c'est la draft. Je sais pas ce que tu peux nous dire justement, toi qui as vécu ça l'année dernière, notamment avec Brandin Podziemski, qui est parti drafté aux Warriors. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, justement, toi qui es un peu plus proche de tout ça, le fonctionnement du processus draft, comment le joueur se prépare, comment toi, en tant qu'assistant, tu prépares le joueur, etc. À Brandon, c'est marrant parce que, en fait, lui, dès que je l'ai rencontré, il m'a dit l'année prochaine, je vais en NBA. Donc, bon, c'était un joueur qui était joueur de l'État, joueur de l'année dans son État, qui est parti à Illinois, qui a pas joué et qui est parti au bout d'un an. Qui a dit, bon, bah, je transfère parce que je suis un joueur NBA et que vous n'avez pas compris comment m'utiliser, donc je m'en vais. Donc, ça fait arrogant, mais en fait, comme c'est le joueur, bah, après j'ai fait qu'un an, mais qui a l'éthique de travail et le Q-basket le plus développé que j'ai vu depuis que je suis dans le basket, je me suis dit, bon, d'accord, j'ai très vite compris le Q-basket et le talent et l'éthique de travail. Il a fait sa saison assez incroyable. Il est co-joueur de l'année dans la conférence. Et ensuite, il a très vite mis son nom dans la draft. Et ensuite, c'est en plusieurs étapes parce que il est, en fait, il est très vite parti. Tu signes avec ton agence, en fait. Donc, il a signé avec Ouais. son agence. Et après, c'est l'agence qui organise un peu tout. L'agence qui te trouve des coachs pour te workout, qui te fait ce qu'ils appellent un pro day, où tu peux venir et tu fais tous les tests, et puis il y a toutes les équipes qui sont là. Et ensuite, ça fait un peu comme pour Jalen, parce que comme Brandin jouait à Santa Clara, c'est le mid-major, les gens ont dit, bon, ok, c'est pas vraiment le meilleur niveau, est-ce qu'il a pas juste, en gros, fait d'énormes stats contre des mauvaises équipes. Donc il y a eu le combine, en fait. Et tout le monde était un peu bas sur ses qualités athlétiques, et je crois qu'il a été top 5 de détente verticale. Mais ça, c'est très bien, c'est parce qu'en fait, il faut le dire, hein, il est blanc. Et donc les gens dans le scouting, ils pensent que si t'es Oui. blanc, t'es pas athlétique. Non, mais il faut le dire en fait, parce que les Ouais. gens, même ici, hein, ils utilisent des termes sneaky athlétique. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. C'est Ouais. c'est un vrai problème, hein, le scouting racial en fait. Il y a beaucoup de gens qui font des clichés ou des choses comme ça. Ensuite, il a joué les 5-5 et il a été très bon sur le 5-5. Il a rien forcé, il a été super solide. Donc la cote a commencé à continuer. Et en fait, il a juste été très bon dans les interviews. En fait, Brandon, c'est un exemple de comment le processus draft peut te faire monter très rapidement. Très, très, très rapidement. Si tu réussis bien certains workouts, si t'en fais pas trop sur le scrimmage du combine, et si tu es très, très bon sur les interviews. Voilà. Ensuite, tu peux finir top 20. Alors Ouais. que quelques semaines avant, t'étais pas prévu au premier tour. Est-ce que tu dirais qu'il y a un... Parce que dans le scouting, je pense qu'après, on est tous humains. Il y a forcément un biais un peu parfois d'objectivité, comme tu as dit, de réputation, entre guillemets, de l'université. Est-ce que c'est une grosse fac ou pas? Est-ce que tu dirais que le combine, c'est un peu le révélateur qui ne ment pas, Le com- notamment sur les qualités athlétiques et tout ça? Ouais, surtout si tu viens d'une mid-major, on va dire, ou d'une fac Ouais. plus petite, parce que là, tu joues qu'avec des, entre guillemets, prospects NBA,
à tes côtés. Et donc, si tu as du mal, si tu as des qualités athlétiques un peu déficitaires, ça va vraiment se voir. Ça va vraiment plus se voir. Si tu joues en SEC, ça se voit pendant la saison régulière déjà que tu as des soucis sur certains aspects de ton jeu. Mais le combine, surtout, c'est pour avoir parlé avec certains scouts NBA et d'autres, faut vraiment pas trop en faire. Il y a certains joueurs qui y vont et qui disent, c'est maintenant, faut que je me monte, faut que je sois le meilleur marqueur ou quelque chose comme ça. Je pense que Brandin a vraiment bénéficié de pas perdre de ballon, jouer intelligemment, juste jouer son jeu et pas trop en faire en fait. C'est ça vraiment qui a plu. Parce que quand les gens pensent qu'il y a peut-être 5, 10 franchise players par draft, mais c'est pas le cas en fait. Donc Ouais, après, ouais. faut juste prendre un rôle dans une équipe NBA. Ça Ouais, marche. c'est sûr. Puis une carrière, c'est long, donc tu peux être franchise player dans ta carrière et avoir aussi 10 ans où tu ne l'es pas, en fait, sur une Bien carrière sûr. de 15 ans. C'est tellement long Totalement. que ça dépend aussi de ça. Et moi, il y a un truc qui m'intéressait pas mal, c'est, tu disais tout à l'heure que ta façon de regarder le basket, en particulier la défense, et moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'adore regarder aussi, et je trouve que j'ai énormément de progrès à faire. Et du coup, je me demandais si tu avais des conseils ou juste des recommandations pour nous ou même les auditeurs sur comment regarder peut-être un peu la défense ou sur quoi un petit peu mettre les yeux. Déjà, pas regarder le ballon, je pense que c'est le premier truc, mais si tu avais un peu... C'est ce que j'allais dire, mais je pense que c'est la première règle. C'est la première règle. Euh, je pense que la chose que je dirais, c'est c'est une bonne question. Déjà, regarder les playoffs NBA. Vraiment se Ouais. concentrer sur les playoffs NBA. Euh, ou regarder quelques gros matchs Euroleague. Sur la défense, ça peut être assez intéressant aussi. Je sais que Ok. c'est difficile parce que la NBA, c'est tellement prenant que des fois, on n'a pas le temps. Mais ça peut être intéressant sur certains aspects, les différents contextes pour essayer de comprendre. C'est que tu penses Euh, que la saison régulière en NBA, ça défend pas assez ou pas assez bien ou c'est trop différent pour analyser? je trouve que non, ça défend. Je dirais pas que ça défend pas. Ça défend, mais je trouve que sur tout ce qui est couverture de pick and roll, euh, on va dire que l'attaque dicte pas mal ce qui se passe Hmm. dans le jeu de possession en saison régulière, je trouve. Ok. Euh, L'attaque dicte, et d'ailleurs c'est pour ça que certaines équipes, je trouve, marchent vraiment bien sur du drop assez comment dire, caricatural parfois sur saison régulière, Ouais. parce que voilà, elles vont juste simplement te donner certains tirs et elles vont pas trop s'ajuster. Elles vont faire ça, elles vont mettre pas mal de points parce que toutes les attaques NBA aujourd'hui mettent des points et donc elles vont simplement gagner sur ça, tandis qu'en playoff, je trouve qu'il y a plus de variables et d'ajustements qui se mettent en place, même des équipes qui étaient labellisées comme vraiment faisant énormément de drops, Hmm. elles vont changer. Donc je trouve que playoff NBA, moi franchement c'est un plaisir à chaque fois de regarder ça, surtout à des horaires décentes. Les matchs à 16h et à 19h, c'est quand même assez cool. Mais ouais, je dirais playoff NBA et je dirais donc pas regarder le ballon comme tu as dit Azad, mais ça j'ai l'impression que tout le monde le dit, mais pas grand monde. C'est dur de le faire en fait. C'est dur au début, ouais. C'est vraiment dur de pas regarder le ballon. Et je dirais regarder, c'est un peu la règle que notre coach m'a appris cette année, c'est regarder en termes de euh, où sont placés les. Donc, est-ce que les joueurs sont dans les gaps ou pas? Ok. Donc, regarder les gaps parce que dès qu'on a un peu de pick and roll un peu spread et de l'espace, faut regarder un peu ce qui se passe sur les gaps. Et donc, c'est en gros où est-ce que les défenseurs sont par rapport aux joueurs qu'ils sont censés garder en un contre un. Quel À quel espace point ils zonent, en fait. À quel point ils exactement, zonent dans l'individuel. exactement. C'est Ok. parce qu'on peut être là sans vraiment ne être là en fait. Et ça, on le Ouais. comprend plus en regardant du 5-5, un peu en Hmm. se concentrant juste sur le placement défensif. Mais c'est vraiment une science assez dure, hein. Notre coordinateur défensif, à nous dans l'équipe, des fois, il fait des ajustements où il fait des couvertures et je comprends pas trop au début, quoi. Je comprends pas. Ok. Et puis, à force de regarder, on essaie de comprendre. Ça me C'est fait, ça me, cool. f- ça me fait penser un peu à la vidéo que Azad t'avait tweeté il y a pas longtemps sur Ginobili, qui était assez incroyable là-dessus.
Ah ouais, sur défensivement, les. Ouais, ouais, ce qui. Bah sur la après, façon de défendre loin du ballon, entre guillemets, où vraiment Hmm. il va faire des feintes d'aide, il va faire des feintes de feintes. Il est assez incroyable. Euh, Est-ce que tu peux nous donner, juste une dernière question un peu NBA entre guillemets, est-ce que tu peux nous donner est-ce que tu as des jeunes joueurs un peu à nous donner, à suivre pour la saison prochaine en NBA, qui ne sont pas Jalen Williams ou Brandon Podziemski? Ah, c'est mes deux préférés, c'est pas drôle. Bah, on sait que tu vas les recommander, et d'ailleurs on les recommande aux gens, donc Brandon Ils Podziemski sont... drafté par les Warriors, Je pense et que Jalen Jalen a Williams. montré qu'il était pas mauvais en Oui, plus, donc Jalen Williams, je pense que tout le monde connaît maintenant. ça nous fait une très bonne publicité d'ailleurs, c'est génial. On va dire que moi j'ai beaucoup d'affection pour Bilal Koulibaly parce Ok. que j'ai j'ai coaché 2 fois contre lui en espoir et c'est vraiment une ascension assez fulgurante, assez qui moi me, me fait énormément plaisir aussi pour la manière dont il a gravi les étapes un peu de manière sous-cotée avant d'exploser. Euh, Après, c'est dur ce que tu me demandes. Moi, j'aime tous les jeunes. Enfin, tu me demandes la draft 2023, j'ai envie de regarder tout le monde. Enfin, tous les joueurs sont intrigants. Les joueurs, franchement, les joueurs que nous, l'année dernière, on a joué contre Tyler Hendricks, Hmm. Ouais, qui s'est fait drafter de en sub, UCF. je crois, ouais, à Utah. Ouais. M'a vraiment impressionné quand je l'ai vu jouer. Je pense qu'il va avoir un vrai rôle peut-être un vrai rôle en NBA. Donc, Tyler Hendricks, quand j'étais Est-ce à que la tu as des, Summer, quand j'étais à est-ce la que t'as des, Summer League, vas-y, dis-moi. ouais, est-ce que t'as des noms justement de joueurs, mais tu sais, un peu plus sous-cotés justement, tu sais, en dehors du top 20, top 30 que tout le monde attend. Hmm. Tu sais, des second tours, des undrafted qui t'auraient tapé dans l'œil un peu. Des joueurs contre qui on a joué, Julian Strouter, Ok, ouais, de Gonzaga, ouais. ouais, il va jouer à Denver. Mhm. Donc, s'il joue d'ailleurs, mais je Hmm. pense que ça peut être intéressant. Euh, Attends, je vais reprendre même après, j'ai envie de voir Cade dans son retour cette année. Ok. Ouais. Les jumeaux Thompson. Thompson, parce que je les regardais beaucoup quand ils étaient à Overtime et que ils m'ont pas mal plu à la Summer League. Euh, je suis juste un fan des jeunes joueurs en fait. Des 3-4 dernières drafts, je, je peux regarder tout le monde. En fait, c'est ça le problème, c'est que je peux trouver de l'intérêt à regarder tout le monde. Euh, Jordan Walsh, Mhm. Ah ouais. Ouais, sans ouais. parler de foot, peut-être, bien sûr. Euh, beaucoup de joueurs. Après, c'est dur parce qu'au deuxième tour, tu sais pas s'ils vont jouer en fait. Tu Hmm. Ouais. sais pas. Et d'ailleurs, Jordan Walsh, peut-être, qui va jouer. Je ouais, sais pas. il Vous êtes peut plus au courant que potentiellement. moi sur la rotation des Celtics, sûrement. Ouais, ouais, il peut faire sa place avec les départs, avec certains départs. On sait que alors Ford est plutôt jeune, Porzingis un peu parfois peut parfois être blessé, donc pourquoi pas. Ouais. Tu as parlé des jumeaux Thompson, ça, je viens de me demander parce qu'en fait on a beaucoup parlé dans le scouting de l'overtime, de ce que ça vaut entre guillemets, donc une ligue assez jeune et qui doit encore prouver avec justement des prospects qui doivent performer en NBA. T'as un avis toi un peu sur justement ta vision de l'overtime quand tu voyais les jumeaux Thompson ou même de manière générale? Je sais pas, enfin je sais qu'on Bien en sûr. avait déjà parlé ensemble, notamment sur Jean Montero l'année d'avant. Mais ouais, j'aimerais bien avoir ton avis justement maintenant que tu es dans le milieu Mm. NCAA, tout ça, ta vision sur l'overtime elite. En fait, l'idée que j'avais quand ça a été lancé, c'est que tout le monde était tellement négatif que moi, j'avais envie d'être positif pour Ouais. aller dans le contresens. Parce que tout le monde est négatif, tout le monde disait que ça n'allait pas marcher, tout le monde disait que c'était pas bien. Donc, j'étais un peu plus dans l'idée, bon, bah, laissons sa chance au produit, en fait. Ça peut être un contexte différent d'évaluation des prospects. Euh, on va dire que Ossar et Amen Thompson, ils auraient été très bons dans n'importe quel contexte, je pense. Mhm. Le truc, c'est qu'ils étaient à Overtime 8 et qu'ils étaient plus âgés que les joueurs contre qui ils jouaient. Donc ça a pas faussé le biais d'évaluation, parce que quand Ossar et Amen ont fait leur tournée en Europe, euh,
en septembre 2022 et qu'ils ont joué des matchs contre des équipes pro espagnoles, quand ils ont joué contre le Mega en Serbie, les scouts NBA qui étaient présents ont dit c'est des lots typiques. Et pourtant, c'était pas contre des adolescents américains. Donc, et si on regarde là, honnêtement, c'est drôle, mais Alex Sarr, l'année dernière, il était en Overtime Elite. Hein. Ouais, c'est Et vrai. je sais pas où il va être drafté l'an prochain, mais et même Issam Almansa, qui est à G-League Ignite, qui a été MVP du championnat du monde 19, il était Overtime Elite. Alors après, c'est dur. On n'est pas tous les jours là-bas, on peut pas voir ce qu'ils font, comment ils progressent, mais pour l'instant, en fait, ils avaient de la pression, je pense, sur les jumeaux Thompson. Fallait qu'ils soient à l'autre épique. Et ça a été le cas. Donc, sur ça, pour l'instant, c'est positif. Mais on va dire que moi, j'ai pas d'a priori négatif. Euh, Après, on va dire que là, maintenant, je travaille en collège et c'est une vraie concurrence pour les prospects américains. C'est une Ouais. vraie concurrence parce que même si maintenant la NIL est en place pour payer les étudiants athlètes, Overtime Elite peut vraiment, comme je dis Ignite d'ailleurs, offrir de très bonnes sommes pour les étudiants athlètes. Et l'Australie? L'Australie, moi j'ai toujours trouvé ça intéressant Mm. quand c'était pas juste du showcase, c'est-à-dire on prend le joueur Ok. et on s'en fiche un peu de ce qu'il fait. Si c'est négatif, positif, on le laisse sur le terrain. Et en fait, ça marche année après année. Hein. Ça marche et ça va encore marcher cette année, hein, parce que ils ont de très bons prospects. C'est toujours l'avantage, c'est que c'est un pays anglophone. Donc Ouais. c'est un pays anglophone, une ligue avec un basket assez moderne. Il y a pas mal de choses qui se font là-bas dans la tactique. Donc c'est une ligue de développement assez intéressante. Donc pareil, c'est une solide ligue. Pas pour tout le monde, bien sûr, ça marche pas pour tout le monde. En fait, c'est toujours la même chose, ça marche pas pour tout le monde. Et souvent, quand on veut un peu euh, dénigrer quelque chose, on met en avant que les mauvais exemples. Mais il y a Ouais. des bons exemples un peu partout. Donc, pareil, Ouais. T'as le biais du survivant et t'as aussi l'opposé un exactement. peu. Ouais. Bah, puis en plus, c'est toujours facile de dire que sous prétexte que tel prospect a pas réussi en NBA, c'est forcément de la faute de la ligue d'où il vient, alors Exactement. que parfois c'est juste une question d'opportunité, d'être tombé au mauvais endroit, dans la mauvaise franchise, entre guillemets, mais mauvais endroit au mauvais moment ou des choses comme Bien ça. sûr. Ça marche. Et du coup, un petit peu aussi pour sortir de la NBA et continuer un peu à s'ouvrir sur l'international dans cette interview. Je sais pas si tu as suivi un petit peu du coup les championnats du monde et du coup la performance de l'équipe de France. Mais je sais que ça avait pas mal fait réagir la déclaration de Batum sur le scouting. Et je sais pas si toi, tu avais un peu un ressenti là-dessus, que ce soit sur le championnat du monde ou même sur la capacité de scouting que peut avoir une fédération comme la Fédération française de basketball. Ah, c'est une question pas simple. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai entendu parler ici. Parce que Ouais, bon, je suis un peu labellisé comme le français du staff. Hein. Et donc, pour les bons et pour les mauvais, dans les bons et les mauvais côtés. Hein. Donc, c'est sûr. quand la France a perdu 2 fois de suite et qu'on s'est fait éliminer de cette manière-là, c'est vrai que j'ai entendu. Mais au moins, c'est bien. Ça veut dire que les gens de mon staff regardent du basket international, Mm. ce qui est plutôt positif, qui sont pas NBA centrés. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais travaillé dans un staff français, à part quand j'ai fait cette année en espoir, où j'étais Mm. assistant vidéo volontaire. Donc, et j'étais chez moi en fait. J'étais pas sur le banc. Je faisais ça un peu comme un nerd dans sa chambre qui va juste regarder les tapes. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que de mon expérience à moi en NCAA cette année, ce que disait Nicolas Batum, comme quoi il y a des gars qui connaissent tous les systèmes adverses et qui vont crier sur le banc, il va faire ci, il va faire ça. Bah oui, c'est ce que je fais à tous les matchs en fait. C'est ce que je fais à tous les matchs, c'est-à-dire qu'avant chaque match, donc on a 2 équipes de scouting parce Mm. on a 2 matchs dans la semaine, Ok. et donc on va regarder toutes les possessions offensives de notre adversaire sur les 6 ou 7 matchs d'avant en fait. Et donc en fait, ça nous fait un pack de jeux et de plays. Donc, et après, on connaît les plays de notre adversaire en fait. Et donc on peut voir ce qui arrive avant et on va le crier à nos joueurs sur le banc. Comme ça, ils vont savoir ce qui arrive.
Faut quand même, le but, c'est de mettre tes joueurs dans les meilleures possibilités pour qu'ils gagnent. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, ouais. Donc, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, ou j'étais pas là pour dire je suis surpris que ça se Mm. fasse ou que ça se fasse pas. Je sais que nous, ça se fait, en fait. Vraiment, Ouais. c'est une des bases de notre préparation de match, clairement. Oui, oui. Puis en plus, vous avez pas forcément. Enfin, vous avez plus de matchs à scouter que un match. Enfin, pendant une Coupe du Monde, ta phase de poule, t'as que 4 matchs et tu les as à peu près longtemps en avance, quoi. Donc, peut-être pour anticiper, c'est sûr que Mm. c'est différent. Mais du coup, tu parlais un petit peu des plays que tu peux voir en avance. Tu scoutes 6 ou 7 matchs des équipes. Est-ce que vous découvrez parfois des plays, genre des systèmes que vous aviez jamais vus avant, ou des façons d'utiliser un intérieur ou un extérieur de manière différente? Est-ce que il y a des découvertes parfois où il y a une routine et tu connais les noms, ça devient un peu routinier au fur et à mesure du temps? Bah, moi, je mettais vraiment les deux pieds dans l'inconnu, en fait, quand je suis arrivé. Parce que j'étais vraiment dans le scouting individuel, développement de joueurs. Et là, on m'a demandé déjà sur rien que la labellisation, les noms, il y avait pas mal de choses Hmm. que je connaissais pas, je connaissais peu. Donc, mais on va dire que en NCA, tu t'adaptes beaucoup à tes deux meilleurs joueurs, on va dire. Et moi, de ce que j'ai vu, c'est ça, tu t'adaptes beaucoup à tes deux meilleurs joueurs et tu les mets dans le plus de disponibilité, de disposition pour réussir. Et les équipes qui sont dans beaucoup de pick and roll, mais on va dire qu'il y a plus de variété qu'en NBA, c'est assez marrant. Et il y a beaucoup de variétés de schémas, des choses qui paraissent un peu passéistes, mais qui sont un peu mises en place. Et donc, ouais, bien sûr, tu découvres tout le temps. Le pire, ce qu'il faut pas faire, c'est de découvrir pendant le match, quoi. Et, euh, et se prendre quelques paniers sur ça, parce qu'après, le head coach nous regarde avec des gros yeux. Ouais, Mais je ouais, bien comprends. sûr, tout le temps, on découvre des nouveaux jeux, des nouveaux types de formations. Euh, ce qui est assez génial, c'est que tu apprends plein de choses, mais ce qui est assez terrifiant, c'est que tu as l'impression que tu peux jamais vraiment mettre la main sur quelque chose et dire, OK, je le maîtrise totalement, quoi, Ouais. dans ce sport. Bah, ce qui est ouf, c'est que ça a toujours été, enfin, c'est du 5 contre 5 depuis le début. La taille du terrain, elle n'a pas changé. Mais tu as l'impression que la géométrie et l'utilisation, par contre, de ces 5 joueurs et des 5 autres, du coup, qui défendent, elle évolue un petit peu de manière constante. Enfin, il y a pas mal de bouquins. Il y a un bouquin de Mike Prada qui recense un peu ça. Il s'appelle Space Out. Mm. Et où il recense un petit peu l'évolution du jeu, en fait, comment ça s'est espacé et comment c'est devenu de plus en plus rapide et comment ça a redistribué un peu la géométrie du terrain, d'avoir une ligne à 3 points tout simplement, puis de se mettre à l'utiliser. Et est-ce que vous regardez un peu aussi du contenu, je sais pas si c'est des bouquins ou si c'est juste des contenus peut-être plus privés pour la NCA, mais où vous avez du contenu sur genre le basket ou potentiellement des nouvelles façons d'utiliser les systèmes, les joueurs. Je sais qu'il y a Half Court Hoops qui recense énormément de jeux et des playbooks Mm. entiers. Et je sais pas si vous utilisez ce genre de ressources ou pas du tout. Euh, En fait, on a la chance, Coach Yannick est quelqu'un d'ancien dans le milieu, mais une de ses meilleures qualités, c'est sa curiosité en fait sur la manière dont évolue le jeu. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans le old school. Je pense que dans les années 90, il jouait avec deux bigs proches de la Mm. raquette et beaucoup de duck-in, mais c'est plus le cas aujourd'hui en fait. Donc, il est vraiment très ouvert sur ça. Et donc, bien sûr, quand on va changer notre attaque en fait cette année par rapport à notre personnel, et donc on a regardé beaucoup d'attaques différentes. Ça peut être euh, ça peut être des playoffs NBA, un peu de ce que faisaient des équipes comme les Nuggets, à ce que fait une Mm. équipe en Espagne comme Badalone qui joue en Eurocup. Et donc en fait, ce qu'on va faire par moment, c'est qu'on va tous se poser dans la salle vidéo et on va regarder 500 clips synergie d'une équipe en fait. Et on va essayer de Ok. trouver des tendances, des manières dont ils abordent les jeux. On n'est pas vraiment une équipe qui appelle beaucoup de systèmes. On appelle des systèmes que sur sortie de temps mort, après lancer franc ou des choses comme ça.
Ok. mais on joue beaucoup de flow offense en fait, read and react. Donc, on veut juste trouver les moyens de mettre nos meilleurs joueurs dans les possibilités d'avoir les lectures les plus faciles. Et donc, pour ça que Coach Sendek veut des joueurs au QI, et que des fois il est prêt à prendre peut-être des qualités athlétiques un peu plus secondaires, mais on veut que notre flow vraiment fonctionne. On veut vraiment, si on doit faire 3-4 actions par play, c'est pas grave en fait. On n'est pas on veut pas de ce qu'on appelle ici les tough twos, c'est-à-dire on veut pas de tirs à 2 points compliqués, contestés. On veut des lay-ups, des 3 points ou un mid-range d'un très bon shooter de mid-range. Et donc c'est pour ça on veut juste que la balle bouge, plusieurs pick and roll par action, beaucoup de DHO, des gets, des choses comme ça, que la balle vive. Et donc pour ça on regarde pas mal de NBA et pas mal de championnat espagnol. Et du coup, parce que là ce que tu nous as décrit, c'est très, ça va très dans le sens de la pensée un peu analytics et tout ça. On en parle beaucoup en NBA. Du coup, il y a beaucoup ça aussi en NCL, l'analytics, où tu as forcément des programmes qui sont un peu plus old school, entre guillemets. Je pense qu'il y a plus ça va peut-être choquer, mais il y a des gens qui sont encore plus à fond dans les analytiques en college, en fait. Parce que quand tu as des soucis de personnel et que tu n'as peut-être pas le meilleur talent du monde, des fois, tu dois vraiment faire le jeu des mathématiques pour gagner. Et il y a des équipes qui font le jeu des mathématiques, qui vont prendre 95% de leurs tirs sont des lay-ups ou des catch and shoot à 3 points. Vraiment. Donc, c'est un peu comme en foot US, le college influence ce qui se fait parfois en NFL. Bah là, c'est un peu la même chose. La NBA influence ce qui se fait en college, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui font des choses en college qui influencent aussi un peu ce qui se fait en NBA. Il y a vraiment toute une branche analytique en college qui est très développée. Et il y en a qui n'utilisent pas du tout les analytics aussi. Ça existe. Ça marche. Bah écoute, Alan, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je sais pas, Azad, si tu as une dernière question. Non, juste remercier Alan parce que c'était des réponses très complètes et ça nous a amené vers plus de questions qu'on avait prévues parce que du coup, on a pu explorer des sujets un peu plus en profondeur que j'aurais imaginé. Donc, merci pour ça, c'était top. C'est vrai que ce qu'on dit pas, c'est qu'on avait une petite note partagée avec 4-5 questions et au final, on a fait que de rajouter des questions au fur et à mesure à chaque réponse. On a fini avec une dizaine de questions. Donc ouais, Alan, un grand merci pour ton temps. Et ouais, on va pas t'embêter plus que ça. Profiter un peu de ton dimanche. Merci beaucoup, en tout cas, c'était cool de parler un peu en français. D'échanger un peu sur le basket et puis continuer, j'ai beaucoup de trajets d'avion, donc il faut du contenu francophone, donc franchement c'est top, je suis un très gros auditeur, donc merci beaucoup. Merci à toi, bonne saison à toi avec ta fac de Santa Clara. Merci. On va suivre ça forcément de près et voilà. Allez, bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams just down the stretch.